Bon, donc j'ai essayé dans le travail intitulé Sortir de la classe, comme Pierre le disait, et dont le sous-titre est De la classe promenade de Célestin Freinet à la formation pédagogique coopérative des enseignants des Calandrettes, de questionner donc ce paradigme en classe et au sein aussi d'un établissement d'enseignement supérieur. Alors le questionnement n'était pas évident, c'était coopérativement, c'était un grand boule, comme on dit en tout temps, et le chantier reste immense. Il faudrait pouvoir faire, oui d'accord, c'est un compte. Le chantier donc reste immense. Il faudrait faire des enquêtes, des études, analyser, pondérer et tracer des lignes de perspective. Nous n'avons pas donc encore, à propos de se tenir compte, ce qu'on appelle le tenir compte de la PI, de la pédagogie institutionnelle, dans le champ de la formation pédagogique, nous n'avons pas de bien fondé. Nous sommes dans le faire, dans ce que Jean Maury appelle une logique téléotique, ou plus poétiquement, dans le chemin qui se fait en marchant de Machado. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Par contre, on peut quand même déjà déterminer, cerner quelques questions qui ont été au cœur de nos pratiques à apprendre depuis 20 ans. Comment penser globalement une formation qui permette à chacun de devenir comme il est, avec ses déformations, ses manques, ses fossilisations, et les travailler sérieusement, c'est-à-dire concrètement, matériellement, tout en menant une réflexion, une élaboration nourrie coopérativement. Notre question, comment ménager dans la formation une programmation du hasard, ce qu'on appelle la programmation du hasard, un terrain où chacun puisse rencontrer au détour de la formation ce qui peut faire sens pour lui et qui n'est pas prévu. En tant que formateur, donc, comment rendre possible ces bifurcations, ces potentialités de découverte de soi démultipliées. Enfin, comment, institutionnellement, et là je prends ce terme dans le sens d'une institution de formation, qui a des comptes à rendre, comment accepter le risque lié à cette méthode. Alors je vais me borner à quelques éléments justement de réponse à cette question et cette notion de risque. Il y a quelques temps, l'aventure est dans la classe, ça a été le slogan que nous avions choisi. Voilà, je vais faire défiler, ça marchera comme ça. Nous avions choisi donc il y a quelques années pour une campagne d'information à propos de l'établissement après. Il me semble que ça illustre bien cette notion de risque, puisque le risque c'est inévitablement lié à la notion d'aventure. Et donc ça illustre aussi que, en définitive, à peine, elle est sinon assumée, mais au moins affichée. Donc, l'effet de l'ouvert, c'était la formule de Jean Maury. C'est risqué. Hein. Au moment de sortir, on ne sait pas ce qui peut nous tomber dessus. Donc, comme quelques considérations rapides, hein, mais qu'est-ce que ça pourrait être donc une pédagogie de la prise de risque? Alors d'abord, a priori, je pense que c'est, à mon avis, sûrement rester en classe tout le temps, qui constitue le risque éducatif le plus grand. Hein. Puisque là, on est au risque de la leçon magistrale, de la nuit. Hein. Le risque aussi de se cantonner à des notions étrangères à l'enfant, qui n'arrivera pas tout le temps à comprendre, dans le sens de prendre à lui, en dedans, de sentir. Quoi. Ça ne veut pas dire qu'en sortant, on y arrive, mais enfin, en tout cas, on ouvre. Hein. Bon, par contre, des risques objectifs à sortir, il y en a, bien sûr. Tout mon propos, c'est d'essayer de dire qu'ils sont mesurables. Ils sont mesurables sans tomber dans une paranoïa sécuritaire ou alors dans une consommation de sorties prédigérées ou de voyages de fin d'année choisis sur catalogue ou alors de classe verte clé en main. Les enfants sont pris en charge, la plupart du temps par des animateurs qui garantissent donc le repos et la sérénité de l'enseignant. Donc, c'est peut-être polémique, c'est vrai que c'est faux ce que je dis, hein, mais globalement c'est faux. Mais je voulais donc dire que plus en classe et dans la formation aussi, puisque le parallèle il est permanent, hein, plus on pourra s'auto-organiser, plus l'adhésion profonde des enfants ou des étudiants au projet de sortie, hein, et donc plus le bénéfice pédagogique sera important.
La classe institutionnelle, comme je pense une formation institutionnalisée, assure pour le moins un socle de responsabilisation et des lieux pour pouvoir formuler quelque chose qu'on pourrait appeler une confiance. Alors, dans le récit de mon expérience, dans mon travail, je cite 3 institutions de classe qui permettent de sortir en maîtrisant un peu plus les risques. Elles ont déjà été citées, mais je le prends sur le côté sortie. Le conseil, les ceintures de comportement et les équipes. Alors le conseil, c'est un véritable lieu de décision et d'élaboration. Le maître, régulièrement, à chaque rendez-vous, inscrit dans l'emploi du temps, 1 ou 2 fois par semaine, en classe comme en formation, rencontre, accueille, suit les décisions, même s'il garde bien sûr un droit de veto en tant que responsable. Mais comme pour les autres institutions, c'est pour de vrai. Et c'est la condition pour que le désir de chacun puisse se tresser à celui des autres. Et que l'idée de partir, par exemple, en voyage, prenne corps dans la tête de chacun, pour lui donner, à chacun, la force d'affronter ses angoisses et d'accepter de partir, loin de la maison, de la famille, souvent de la mère. Et les peurs intimes de chacun, il ne s'agit pas de les expliquer, ni de les rassurer. Il s'agit de les travailler. Et le conseil est particulièrement le lieu pour ça. Parce qu'elles peuvent paraître étranges. Elles sont toujours intimes. Pour certains, ce sera traverser la mer, d'autres prendre le train, d'autres monter dans un bateau, d'autres partir plus d'une semaine, par exemple. Certains plus de jours. Elles ne sont pas automatiquement conscientes. Et tout le travail, c'est d'arriver petit à petit à les formuler, à les suggérer. Et après, bien sûr, les partager et peut-être les relativiser en sécurité et dans le respect. C'est donc, à mon avis, un des rôles majeurs du conseil. Bon, bien sûr, le conseil, il sert matériellement pour prévoir le programme, les responsabilités indispensables avant de partir, mais le conseil, c'est surtout un recours, un lieu de sécurité, où on s'écoute, on se parle et on se respecte. Sortir, c'est s'exposer. Je vais faire passer des images. Voilà. Sortir, c'est s'exposer. C'est aussi accueillir l'imprévu. Et une organisation par rapport au statut de chacun permet de mesurer les risques. Les ceintures de comportement matérialisent la position de chacun par rapport aux exigences de la vie en groupe. À chaque couleur correspond compétence, droit et devoir, en fonction du désir et des possibilités de chacun. Si on reste en classe, dans l'école, l'enjeu est souvent limité. Par contre, dehors, ils deviennent d'un coup chargés d'une véracité indéniable. Les statuts de chacun structurent le groupe, on peut dire pour de vrai. Et tout ce travail quotidien, hebdomadaire, d'organisation, constitue une véritable machine à grandir qui prend sens quand on sort. Toute la classe doit pouvoir compter sur ceux qui ont ce qu'on appelle des ceintures hautes ou foncées, et plus responsables, on pourrait dire. Et doit pouvoir compter toujours. Parce que si le responsable de la classe doit avoir l'œil sur tous tout le temps, sortir devient vraiment dangereux. Et c'est aussi épuisant. En classe, nous fonctionnons aussi avec des équipes de vie et de travail qui sont décidées en conseil, qui sont préparées par des sociogrammes, sur la responsabilité d'un chef d'équipe. Cette fonction de chef d'équipe, qui est complexe, se travaille dans les réunions hebdomadaires de chef d'équipe. Pour partir, par contre, les équipes de voyage sont prévues à la base. On choisit donc les responsables les plus expérimentés, ceux qui ont les couleurs de comportement les plus hautes. Tout le groupe leur fait confiance. Tout cela est très sérieux, car dans un voyage, les dangers ne sont pas imaginables. Il m'est arrivé de permettre à une équipe d'enfants de partir pour une promenade d'1 heure, de 4 enfants par exemple, sur un périple comme ça par exemple. Ça veut dire qu'il fallait que j'ai confiance profondément dans le chef d'équipe pour pouvoir le permettre. Jeannie Gibert, encore lui, nous dit souvent, quand nous échangeons à propos de l'acte pédagogique et aussi de la formation, l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. Alors, je trouve qu'il a raison, il a souvent raison, Jeannie, mais c'est parfois bien compliqué de transmettre à nos futurs enseignants cette attitude de sérénité. Cette injonction, n'ayez pas peur, n'a rien à voir avec celle du pape, qui propose, lui, la foi pour faire confiance, aveuglément, on pourrait dire. Pour moi, elle se rapprocherait plutôt des stoïciens ou des épicuriens et de la quête de la sagesse qui nous apprennent qu'on ne souffre pas des choses. On souffre plutôt de la représentation que nous nous en faisons.
Et dans le champ pédagogique, et particulièrement dans la formation d'adultes, au métier d'enseignant, il y a une transmission impossible. Et c'est bien dommage, c'est justement celle de l'expérience. Et c'est pourtant l'expérience qui aide à ce que, peu à peu, on puisse ne pas avoir peur. L'expérience aide à mesurer les risques et à faire, pour ainsi dire, que le tâtonnement expérimental, dont on a parlé tout à l'heure, devienne de plus en plus, on pourrait dire, expérimenté. Alors, une dynamique est possible à propos du sortir en formation initiale. C'est cette dynamique des classes de mettre les futurs enseignants le plus possible dans une position de sujet. Quand nous sortons, y compris après, le sens de l'apprentissage qui en résultera n'est pas toujours prévu complètement à l'avance. C'est chacun, la situation et la dynamique du groupe qui feront bouger les lignes. Alors bien sûr, il y a un but, on ne sera pas comme ça, mais c'est donc tout ça qui va faire bouger les lignes de représentation et qui va repositionner les éléments du savoir. Et pour moi, encore une fois, la prise de risque, mesurée bien sûr, et co-substantielle au paradigme de sortie de la classe. Enfin, et pour finir, ça devient pareil. Des risques, pédagogiquement, il y en a un qu'il faut prendre, des lungo, comme on dit, en occitan, c'est-à-dire tout le temps, puisqu'il est une des sources les plus importantes d'apprentissage, c'est celui de se tromper. Le statut de l'erreur, qui est fondamental quand on veut aborder le problème de la didactique, est essentiel pour nous. Encore Jean Gibert, décidément, j'ai choisi l'extrait du mémoire où je parle plus de Jean, voilà. Donc ça me permet de tirer un grand coup de chapeau. A publié un dossier, donc dans le Nouvel Éducateur, qui est très détaillé et très clair, sur cette histoire de statut de l'erreur. Et il donne, dans ce dossier-là, on pourrait en parler longtemps, les deux notions, et oppose les deux notions, l'erreur et l'échec. Voilà. Et en gros, donc, le but, c'est d'avoir une organisation des pratiques pédagogiques. Ce matin, ils l'ont montré aussi avec les praticiens, et des précautions aussi, pour que l'enfant puisse reconstruire. Le mot de reconstruire par rapport à l'erreur est très important. Et c'est souvent en interaction avec un petit groupe ou avec l'adulte. Et c'est en ça qu'il va pouvoir prendre conscience de son erreur, c'est-à-dire parler son erreur et aller au-delà de son erreur pour pouvoir se construire. Et je pourrais dire donc qu'il pourra se risquer à dire et à se dire. Voilà, merci.